Salut à tous, je suis Auré Jagger du groupe Achiavel et nous sommes en direct sur Grizzly Media. J'ai le goût de vous la présenter comme ça. C'est un peu comme la réincarnation de la Dame en noir qu'on a transformée dans le métal français, mais qui chante en anglais. C'est extraordinaire, son Ben. Achiavel. J'ai découvert ça récemment. Elle a une voix magnifique. C'est en est quasiment démoniaque, mais en même temps, c'est comme la beauté de tout ça. Mon invité, c'est Auré Jagger de Achiavel, la chanteuse. Salut Auré, comment ça va? Salut, je vais super bien. Merci de m'accueillir dans votre très beau pays qu'est le Québec. Merci infiniment. Ça fait beaucoup rêver en tout cas. Nous, on est en France et c'est waouh, ça fait rêver, c'est génial. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est quand même un peu relativement drôle, c'est que souvent au Québec, on a l'impression que les Français, bon, ça mange pas de baguette, ça boit du vin, puis c'est une petite vie relaxe. Finalement, c'est totalement l'inverse. Vous, des fois, en France, vous pensez que, bon, nous ici, c'est le carnaval de Québec, il y a de la neige, puis on se promène un petit peu encore avec des ceintures fléchées, mais ça aussi, c'est complètement l'inverse. Mais, bref, on revient dans le bref du sujet. Ok, j'ai goût de savoir, pour commencer, comment le métal est arrivé dans ta vie de ton côté? Alors, dans ma vie, le métal a commencé réellement à la fin de la période de mon adolescence, je pense vers 17 ans à peu près, sachant que j'avais déjà ce côté musique depuis toute petite. J'ai toujours baigné dans le rock, dans tout ça. Et effectivement, j'ai mis vraiment les pieds dans le métal extrême à la fin de ma période adolescente. Et ça m'a jamais quitté, ça a vraiment fait partie de mon identité à l'époque et ça continue encore aujourd'hui. C'est vraiment une empreinte, c'est pour la vie, quoi. On le sent, voilà. Comment les parents réagissent avec ça? Écoute, ben, souvent, la belle petite fille, on veut qu'elle soit bien mise, qu'elle fasse ses petites choses tranquilles, qu'elle fait poupée, tout ça. Là, tout arrive, là, on varge la tête, ah ouais, dans le bord, le rock, le métal. Comment ça a été pour tes parents? Est-ce qu'ils ont dit, oh non, Caroline, on l'a manqué? Comment ça s'est passé? Écoute, plutôt bien. Je suis très très soutenue. J'ai une maman qui est extraordinaire, qui accepte très bien ce que je suis et qui m'encourage d'ailleurs dans tous mes projets. Elle me dit souvent, c'est pas forcément ce que j'écoute, mais c'est bien ficelé, c'est artistique, on voit que tu progresses, ça nous fait du bien, voilà. C'est accueilli un peu comme ça. Donc c'est Les plutôt conseils d'une mère sont toujours les meilleurs. Exactement. Auré, comment tu es devenue chanteuse par la suite? Parce que, écoute, faire de la musique, c'est une chose. En écouter, c'est une chose. Le chanter de la façon que tu le fais, c'en est carrément une autre. Est-ce que tu as pris des cours? Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? Là? Dresse-nous un peu, dans le fond, là, comment tu es devenue la chanteuse que tu es aujourd'hui? Alors, en fait, ça a été une spirale, un entraînement, en fait, parce que, comme je disais, je suis rentrée vraiment dans le métal extrême à la fin de ma période adolescente et j'allais à tous les concerts. Vraiment, ça me passionnait énormément. J'étais vraiment à fond. La musique vraiment me parlait. Je vibrais à chaque concert. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi. Et à un moment donné, un ami m'a dit, mais toi qui es dans tous les concerts, dans tout ça, pourquoi tu n'en fais pas de la musique? Et j'ai dit, moi, quand j'étais petite, je voulais être batteuse. Et je n'ai pas pu parce que bon, c'est compliqué pour des parents de payer des batteries des fois, des cours, les machins, le bruit, le côté où c'est très très imposant aussi comme instrument. Donc j'ai pas pu faire de batterie. Et qu'est-ce que tu as envie de faire? Genre, j'aimerais bien chanter quand même. Hein. Mais pourquoi tu le fais pas? Mais parce que je suis une fille, je lui dis. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore Internet n'était pas aussi développé que ça, on n'avait pas encore tous les outils qu'on a aujourd'hui pour découvrir plein de choses à la minute en fait. Et quand j'ai découvert, je ne savais pas qu'une femme pouvait chanter en grôler parce que moi je ne me voyais pas chanter
en voix opéra, etc. C'était pas mon truc. Donc, moi, j'aimais le death metal, j'aimais le hardcore, j'aimais le black metal, j'aimais plein de styles vraiment extrêmes. Et je voulais faire ça, mais je suis une fille, je ne peux pas le faire. Et mon ami me disait, trompe-toi, moi, je connais des groupes avec des chanteuses. Ah, et de ce fait, il m'a donné des noms comme Sinister à l'époque et une nana qui envoyait du chant, Grollet. Et là, j'ai fait waouh, c'est possible. Et donc, j'ai filé acheter un petit micro, un petit ampli et je me suis entraînée tous les jours pour trouver ce grain, comment elle fait pour sortir ça, comment. Et je faisais ça sur du Cannibal Corpse à l'époque, Okay. parce que je connaissais toutes les chansons par cœur et voilà, je chantais dessus pour commencer à me faire une voix. Et ensuite, j'ai eu une première formation, peut-être 3 ans, 4 ans plus tard, à peu près, dans le death metal old school, et ce qui m'a permis de commencer à me faire une première expérience de concert, etc. Et après, j'ai eu d'autres formations qui m'ont formée à d'autres types de voix, comme du hardcore, comme du black metal, comme quelque chose d'un peu plus moderne au niveau du death. Et ce panel de voix, aujourd'hui, je l'utilise pour Achiavel. J'ai écouté un petit peu ce que tu faisais avant. C'était réellement bien, mais j'ai l'impression qu'avec Achiavel, on apporte ça à un autre niveau. J'ai l'impression, écoute, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est peut-être les éléments mis en place, je ne sais pas si c'est les membres du groupe, l'expérience, l'évolution, je ne sais pas. Comment t'expliques justement que ce produit-là arrive en 2020, premier album, c'est nouveau, ça s'appelle V, puis ça l'arrache toute la face de tout le monde avant de sortir le deuxième album. Puis le deuxième album, c'est encore une coche en haut. Ça venait de sortir, puis tout le monde était comme « Wow, c'est bien malade, c'est bien capoté, Colin, c'est extraordinaire. » Comment t'expliques ça? Je pense que voilà, alors Achiavel, ce sont 4 personnes qui viennent de plein de justement de formations qui sont différentes et on a tous une expérience en fait dans chaque et en fait nous 4 réunis, ça a fait du Achiavel et c'est pour ça qu'Achiavel c'est compliqué de le mettre dans une catégorie de métal aussi parce que il y a des touches de hardcore, il y a des touches de death metal, il y a du thrash. Il y a du heavy, il y a plein de choses en fait dans Achiavel et ce qui fait que on fait du Achiavel tout simplement. Après ta question, ça concernait surtout, tu m'as dit l'évolution en réalité. Comment tu es arrivé à pousser cette voie-là? Parce que, tu sais, on a entendu ce que tu étais capable de faire avant, mais j'ai l'impression que là, on est comme arrivé à une certaine maturité vocale. Donc, j'ai réussi à parcourir plusieurs groupes pour justement me former un peu sur plusieurs voix, etc., me faire une première expérience. Mais là, la différence avec Achiavel, c'est qu'Achiavel, c'est un projet qu'on a créé tous les 4. Et avant, c'était des bandes qui existaient déjà. Et donc, je n'avais pas mon identité, tu comprends? J'avais pas cette liberté, en fait. Même les textes n'étaient pas forcément de moi, etc. Tandis que là, chez Achiavel, j'ai carte blanche sur tout au final, hein, que ce soit les écritures, donner mon avis aussi sur les albums, les dessins. J'écris plein de choses que je soumets du coup à mes musiciens. C'est toujours très bien accueilli parce qu'on communique beaucoup tous ensemble. Il y a une très bonne osmose entre nous. Et donc forcément, tout ça mis bout à bout. En fait, on a du coup, grâce à cette liberté, je pense, et à cette osmose qui est entre nous, parce qu'on n'est pas que des musiciens, on est aussi de très grands amis. Je pense que c'est pour ça que tout est fluide et que ça fonctionne du coup au niveau de tout ça, de cette évolution et qu'on a envie toujours d'aller plus loin parce qu'on se soutient beaucoup, on se pousse un peu plus même. Il me pousse dans des limites incroyables. Et c'est des bonnes choses. Hein. À chaque fois, je me dis, ah là là, je ne sais pas si je suis capable. Et en fait, oui, j'y arrive très bien, mais c'est grâce à eux, en fait. Au point de vue des paroles, tu sais, tu le mentionnes, maintenant, c'est toi qui écris. Tu mets vraiment plus la main à la pâte par rapport à ça. Les sujets que tu aimes aborder, tu sais, on s'entend, il y a quand même des sujets sombres, il y a des histoires là-dedans. Qu'est-ce que ça fait ressortir de toi? Waouh! Alors, c'est surtout le premier album. Alors, du coup, le premier album qui s'appelle Five, vient d'un bouquin d'une thérapeute qui est canadienne, qui s'appelle Lise Bourbeau, qui s'appelle Les 5 blessures de l'âme.
Ce bouquin, en fait, quand je l'ai lu, ça m'a beaucoup touchée parce que je trouve que, en fait, elle explique dans ce bouquin que chaque être humain sur Terre souffre de 5 blessures et porte à chaque blessure à son masque. C'est des blessures d'enfance qu'on a adultes et les adultes, en fait, poursuivent dans cette blessure. C'est pour ça qu'on peut expliquer certains comportements, certaines réactions, etc. Je trouvais ça super intéressant. Et dans les 5 blessures, donc on a la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Okay. Et donc, moi, je suis partie du principe que pour un premier album, c'est un peu audacieux, mais je me dis qu'on connaisse Machiavel ou pas, et ben, chaque morceau va parler à au moins une personne sur la Terre. Je suis partie de ce petit concept-là. Et donc, en fait, il y a 5 blessures côté victime et 5 blessures côté bourreau. Et c'est pour ça qu'à l'arrière du CD, ça forme les premières lettres avec les morceaux. On a le trahi et les masques. Okay. On regarde la première lettre de chaque titre et il y a des petites choses cachées comme ça dedans. Et donc voilà, ça c'est pour le premier album et c'est des blessures que j'ai pu même moi-même pu ressentir ou des proches. Et bon, bien sûr, c'est exagéré, c'est voilà, c'est pousser la blessure à l'extrême. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai exploré le premier album. Et le deuxième album, on est parti sur un thème un peu plus serial killer pour Vaevictis. Le premier album, malheureusement, on n'a pas pu le promouvoir puisqu'on l'a sorti peut-être 10 jours avant le confinement. Oui. En France en tout cas, et donc on n'a pas pu du tout monter sur scène depuis la sortie du premier album. On était un peu frustrés, mais cette énergie-là, on s'en est servi pour créer et on a commencé à recomposer et en ce qui me concerne, j'ai quand même pas mal de livres aussi sur tout ce qui est psychologie du serial killer, etc. Et je sais pas, c'est quelque chose qui m'interpelle en fait, cette façon, quand le cerveau dit je vais passer à l'acte, à quel moment c'est bien, à quel moment c'est pas bien. Enfin, c'est quelque chose qui est assez intéressant, en fait. C'est pas du tout une apologie du crime, c'est surtout hyper intéressant de savoir, au niveau de la psy, comment ça se passe. Et donc, avec les copains, on a décidé donc de développer ce sujet-là parce que c'est quelque chose que je maîtrisais quand même pas mal avec ce que j'ai lu. Et de mettre justement ce côté, en fait, le crime peut partir d'un objet ou d'un vice ou d'une couleur de cheveux ou voilà, ça peut partir de n'importe quoi. Et c'est là où en fait c'est intéressant. Et donc Vaevictis a été écrit, donc chaque titre représente un serial killer par rapport à son addiction ou son vice, etc. Et ça peut donc parler, même si on ne dit pas le nom forcément de la personne, ça peut parler aussi à... On se dit, mais mince, ouais, moi aussi, quand je regarde ça, ça me fait ça dans la tête. Mais j'ai jamais tué personne. Mais waouh, ça peut perturber peut-être un peu. Et du coup, voilà, on a créé du coup ce deuxième album autour de ce sujet-là. Et c'est comment dire, en fait, la pochette de Vaevictis, du coup, est un sablier. J'ai assisté pour mettre la phrase dans l'album All monsters are humans. Et parce que les monstres qu'on a sous le lit, etc., c'est quelque chose qui nous obsède, mais par contre, les raisons sont humains. Mais dans la pochette, on a un sablier, puisque au final, le plus grand tueur de tous les temps, c'est le temps. Il va tout finir par nous arrêter, lui, quelque part. Donc voilà, c'est tout un cheminement comme ça, c'est assez pensé, c'est assez poussé dans la philosophie, parce que c'est ce qui nous représente au final. Et voilà. Donc, qui a dit que le métal, Colin, n'était pas capable de nous apporter des leçons de vie? Puis, tu sais, écoute, belle leçon de vie dans Frozen Beauties. Écoute, j'aurais le goût de t'inviter peut-être pour une date, là, mettons qu'on pourrait, puis qu'on ne serait pas dans des pays différents. Mais quand je vois qu'est-ce qui arrive à la fin, que tu les flashes,
bon, je me suis dit, on va prendre un break, là, finalement, je ne demanderai pas trop d'invitation, là. Spécial. Mais non, on fait bien des blagues, là, mais pas de farce. Le vidéoclip est extraordinaire. Il est vraiment très, très Merci. bien réalisé, les images. Autant quand vous jouez que le scénario, de la manière que c'est écrit. Le fait que c'est en plus dicté à partir d'une histoire qui est véridique, soit du temps passant, Absolument. j'ai trouvé que c'était vraiment de toute beauté. Je veux t'entendre sur quelques pièces. Merci. Écoute, aujourd'hui, on se passe, c'est Fête des mères. Fait que, bonne fête à toutes les mamans qui nous écoutent, si jamais il y en a. Mommy Uncapable. Je veux t'entendre sur ce titre-là. Moi, c'est un titre qui m'a interpellé beaucoup. J'étais curieux de le savoir. Raconte-moi un peu l'histoire, comment ça avait été écrit. Pour ma momie, Ouais. c'est donc ça concerne Monsieur Edmund Kemper, OK. qui est toujours en vie, hein, en prison, mais en vie. Donc moi il me fascine beaucoup ce monsieur parce que c'est un homme qui a un énorme, enfin qui a un quotient intellectuel assez fort. Il est très grand, il est très imposant, mais c'est quelqu'un que quand on regarde des interviews, il a l'air très sympathique, il parle comme toi et moi, il est vraiment abordable en fait. Et cette chanson-là n'a pas été justement écrite par rapport à ces crimes vraiment sur toutes les jeunes filles qui sont passées dans ses mains. Ça a été, en fait, le problème vient de sa mère. Okay. Et sa mère qui le détestait, qui le faisait dormir dans la cave, voilà, il a une histoire un peu terrible au niveau de son enfance parce que sa mère le rabaissait tout le temps et c'est parce qu'un jour la mère a vu une jeune fille passer devant la maison en disant tu vois celle-là là-bas, tu pourras jamais la voir parce que c'est pas de ton niveau, voilà. Et donc c'est là où c'est parti, où il a été la prendre, il lui a coupé la tête et il a dit tiens tu vois je suis capable de ramener une fille. Voilà, elle a créé un monstre. Voilà, tout vient de sa mère. Et c'est pour ça que là, cette chanson-là traite surtout de la haine qu'il avait envers elle et du fait que, voilà, c'est à cause d'elle qu'il a pu commettre tout ça. Mais il était fatigué de le faire. Il le dit dans beaucoup d'interviews. Il était fatigué de tuer. Il ne voulait pas faire ça à l'origine. Il n'était pas disposé à faire ça. Wow. Hey, c'est quasiment comment je pourrais dire, non seulement c'est une entrevue, mais j'ai quasiment le goût c'est quasiment un cours d'histoire, bref, sur les serial killers. C'est vraiment intéressant. Pentagram Tattoo, écoute, ça va être cool à sortir, ça aussi. Je veux t'entendre peut-être. Ça, c'est ce qui est venu me chercher, là. Les petits mots au début de la toune. Ça sonne quasiment comme un petit respire, un petit soupir, un petit vent. Qu'est-ce que tu dis exactement? Alors, c'est des paroles de Richard Ramirez. OK. Voilà, et donc c'est lui-même qui les a dites, et la première tourne au début, c'est à l'envers. C'est la même phrase qui revient juste après. OK. Mais donc en fait c'est la même phrase, mais cette phrase on l'a mis à l'envers. Pourquoi? Parce que Richard Ramirez était un adorateur de Satan et que bien souvent, dans beaucoup de choses, on voit que tout ce qui touche un peu au satanique est souvent mis à l'envers sur des bandes. Et donc, on a voulu créer ce petit effet juste pour Pentagram Tattoo parce que voilà, ça rentrait dans le contexte un peu parce que c'est un adorateur de Satan. Voilà. Dernière que je veux t'entendre, Zombie. Écoute, c'est quasiment le titre le plus classique de votre album. C'est le seul, on dirait, qui sonne, on va dire, normal. Zombie, elle est très pop en plus. Hein. C'est pour ça qu'elle parle un peu normal. Elle est très pop parce qu'il y a le refrain, tout ça. Et oui. Alors Zombie, elle parle de Jeffrey Dahmer qui, lui, en fait, c'était un homme qui était amoureux de ses victimes. Okay. En gros, et il capturait ses victimes et pour les garder en vie, mais dans un état un peu docile, on va dire. Okay. Il s'était fait un montage dans sa tête comme quoi il fallait percer le métal et injecter avec une seringue de l'acide. Donc lui, il perçait la tête? Oui, il perçait ici. Okay. Après, il mettait une seringue, il pressait la seringue
Et il y avait de l'acide dans la seringue, ce qui fait que le cerveau, la victime restait en vie, mais était dans un état de zombie. Il voulait créer des zombies. Il était très amoureux de ses victimes et il voulait les garder, en fait. C'est pour ça qu'il les mettait dans cet état-là. Il ne voulait pas les tuer, il voulait les garder. Et d'ailleurs, à la fin du morceau, quand la victime, forcément, l'acide dans le cerveau, ça maintient en vie quelques minutes, mais bon, en général, ça ne fait pas du bien à long terme. Donc, la victime finissait par mourir, et donc, il découpait, par exemple, le cœur de la victime et il la mettait au frigo pour garder leur amour, en fait. C'est particulier. Vraiment. On s'entend que pour tous les chanteurs, chanteuses, le monde qui joue dans le métal, qui joue dans le gore, qui joue... Bon, écoute, c'est une façon d'extérioriser. De ton côté, qu'est-ce qui t'extériorise le plus? Est-ce que ça serait l'écriture ou c'est sur scène quand tu chantes? Et qu'est-ce qui sort? C'est quoi la bête qui sort en dedans de toi? Je pense que au quotidien, je suis quand même une personne très zen, très cool, très tout ça. Mais je pense que c'est humain et je pense qu'on est tous pareils. On a tous cette part en fait de rage à l'intérieur. Peut-être pas forcément de rage, mais au moins de quelque chose qui met une adrénaline, quelque chose qui nous pousse en fait à nous exprimer. Il y a des personnes qui l'expriment avec de l'art, avec des peintures, avec de la photographie, que sais-je. Il y a des façons de l'exprimer. Moi, en ce qui me concerne, j'ai une blessure, comme beaucoup de monde, d'enfance. Et je pense qu'en fait, ça a été un exutoire, le fait de pouvoir hurler, ne serait-ce que ça, et bien ça soulage. Ça soulage et après on en fait quelque chose. Et j'imagine que tout part de là, en tout cas en ce qui me concerne, moi je pense que quand on arrive dans le milieu métal, c'est pas par hasard, parce que c'est quand même une musique qui sensibilise quand même une partie de population qui a peut-être morflé un peu dans la vie, des fois personne un peu plus que moi, mais ça dépend des sensibilités de chacun. Mais je pense qu'on n'arrive pas ici par hasard dans ce milieu. Et donc, on l'exprime de façon différente les uns les autres. Après, voilà, en ce qui me concerne, c'est peut-être ça, c'est cette blessure qui m'a beaucoup poursuivie, qui fait que j'ai eu besoin quand je me suis mise à hurler et que ça m'a fait du bien, peut-être que c'est ça qui a été l'élément déclencheur, que sais-je, que je suis ça. Est-ce que cette blessure-là, tu peux dire que si tu veux la révéler, libre à toi, est-ce qu'elle est cicatrisée ou non? Je pense pas qu'elle se sera cicatrisée un jour, ça concerne mon père. J'ai subi la perte de mon père assez jeune et c'était quelqu'un de très dévastateur en plus. Donc du coup, je suis une fille qui a grandi sans cette présence paternelle. Donc bien sûr, j'étais entourée d'amour par ma mère, etc., par ma famille du côté de ma mère. Mais c'est vrai que du coup, il y a toujours ce truc où on se dit peut-être qu'il m'a manqué quelque chose dans ma vie, justement. Et en fait, pas du tout, parce que ça, au final, j'en ai fait une force. Ce manque-là, peut-être, voilà, je l'ai exprimé de cette façon. Surtout que mon père, c'était la personne qui m'a mis les pieds dans le rock'n'roll, dans le hard rock. Et donc, forcément, le souvenir que je garde de cette personne, c'est que il m'a donné au moins l'oreille et l'amour de la musique. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux vivre ma passion pleinement et ça, c'est extraordinaire. Grosso modo, c'est lui c'est pas bon, c'est lui qui t'a fourni l'épée, qui t'a transpercé, mais qui te sert maintenant à attaquer. C'est un peu ça. Plus ou moins, voilà. On y va d'une façon un peu philosophique. Vous écrivez à un rythme assez violent, je peux me permettre l'expression. On parle déjà d'un 3e album qui est en écriture. Moi, ça me fait capoter, le 2e vient de sortir. Calique. Dormez-vous des fois? Je suis bien croire qu'il y a un décalage avec la France et le Québec, là, mais prenez-vous le temps de dormir? Écoute, déjà, 3e album, là, ça va faire 3 albums en 3 ans, puis les 3... Écoute, les 2 premiers sont vraiment ça coche. J'ai l'impression que le 3e va être bon aussi. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur cet album-là qui est en préparation? Oui, on a énormément d'idées en fait. En fait, comme je te disais tout à l'heure, en fait, on est 4 personnes on communique tous les jours ensemble, et ce qui fait que c'est très facile, même si on n'habite pas à côté les uns des autres, c'est très facile en fait de travailler ensemble parce qu'on communique beaucoup
Et ben là, avec le succès qu'on a sur Daisies, on est tellement heureux, on est tellement dedans, et on n'a toujours pas allé au concert, hein, donc on peut pas encore jouer. Donc du coup, bah qu'est-ce qu'on fait? On produit. On continue et on est tellement dedans en fait, mais c'est de la passion en fait, c'est de la passion, on est tellement à fond et ça marche non seulement entre nous et en plus ça plaît apparemment, donc on est super heureux, on est plein d'entrain et ça nous donne plein de force pour continuer à produire encore et encore. J'ai écrit une 40aine de pages là déjà, j'ai dit c'est bon, mon 3e album, j'ai les sujets, tout va bien. Donc on ne peut pas encore dévoiler le concept, etc. de cet album-là, mais ça va être encore autre chose. Et ce que je peux dire, c'est que ça va clore le chapitre de la trilogie, on va dire. Okay. Voilà. Et ça a été un peu plus artistique. Je comprends. En terminant, j'ai goût de t'entendre sur ça. Il y a plusieurs groupes français qui ont émergé du côté des États-Unis. Ils sont vraiment devenus super populaires aux États-Unis et tout le reste. De votre côté, là, c'est sûr, OK, on est en pandémie, on comprend tout ça, mais le jour où on ouvre les frontières et tout ça, votre visée, votre but, c'est-tu de rester en France, faire des tournées en Europe? C'est-tu de venir conquérir, entre parenthèses, les États-Unis, le Canada? D'ailleurs, je n'irai peut-être pas ça. Peut-être que ce que vous voulez. Mais moi, j'aimerais pas ça voir un peu plus souvent de notre côté. C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? On veut partir partout, en fait. On a hâte, surtout, de rencontrer toutes les personnes qui nous soutiennent depuis le début. Et en gros, depuis le Slay at Home, on a commencé à... apparemment, on est sorti un peu du lot parce que depuis ce Slay at Home, les États-Unis ont remarqué Achiavel et effectivement, on a beaucoup de demandes de la part des États-Unis. C'est extraordinaire. Notre manager se trouve là-bas d'ailleurs. Et pour moi, en tout cas, c'est un rêve. Je ne suis jamais partie de l'Europe. Et vraiment, je suis jamais allée sur ce continent. Et vraiment, c'est un rêve pour moi de voyager au travers des États-Unis, le Canada, etc. Enfin, c'est vraiment waouh. Pour moi, c'est un bout de continent que j'aurais peut-être jamais pu voir. Et là, je me dis, waouh, c'est à portée de mes mains, c'est possible. Et c'est ça qui est génial. Après, on a du soutien en France, on a du soutien dans l'Europe aussi. On a des Italiens qui nous suivent beaucoup, des Allemands, etc. Donc, c'est vraiment super, en fait, ce qui nous arrive. C'est que notre public, il est vraiment dans le monde. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est rencontrer tous ces gens-là, rencontrer tous ces gens qui ont fait qu'aujourd'hui, Achiavel, c'est accessible, c'est un peu plus accessible partout. Parce que si ces gens-là sont pas là, nous, on n'y est pas, en fait, tout simplement. Du coup, on espère tellement vous voir ici au Québec, là, le plus tôt possible. Écoute, il y a un engouement au Québec en passant pour votre band aussi. Tu parles des États-Unis, puis c'est vrai, mais peut-être, je ne sais pas si c'est la langue, la proximité. Je sais que, tu sais, pas les groupes, tout le monde se connaît un peu à gauche, à droite, mais il y a vraiment déjà un engouement pour vous autres au Québec, ici. Puis, wow. Ça nous prend absolument ça, un show de votre band. On vous attend vraiment avec impatience ici. Là. Merci. Je pense que ça va exploser le jour que vous allez venir ici. Waouh, c'est génial. Merci beaucoup. On termine avec une dernière question. Question de mon cru. Écoute, tantôt, je t'ai présenté comme ça. Pour moi, tu es un peu comme The Woman in Black, la dame en noir du métal français. Wow. Je te présente comme ça. Écoute, il y a eu un film là-dessus. On peut te faire un parallèle? Oui, non, peut-être. Je te laisse parler là-dessus par rapport à tout le côté spirituel, tout ce qu'on a échangé. Pour toi, si je te présentais comme la dame en noir, Auré, la dame en noir du black metal français, qu'est-ce que ça représente pour toi? Waouh, je sais pas. Je pense que c'est un peu extrême. parce qu'au final, on n'est pas si noir que ça. C'est justement, en fait, Achiavel, c'est aussi, le nom du groupe, en fait, vient déjà du philosophe Nicolas Machiavelli. Et en fait, il avait ce côté cynique, tout ça, machin, mais il avait aussi ce côté penseur. Et en fait, je pense que c'est ça, Achiavel, avec cette terminaison en EL, pour moi qui était très importante, puisque ça rappelle le côté archange.
Et en fait, c'est ça, c'est la frontière du bien et du mal. Donc, complètement noir, je dirais non. Entre gris clair et gris foncé, je dirais. Hein, OK. parce que vraiment, ce côté spirituel autour du groupe, c'est vraiment où est la frontière. Et selon la perception, bah, ça va pas être la même partout. Par exemple, toi, tu es en face de moi, je vois un 6, tu vas voir un 9. Et on n'aura pas forcément la même opinion sur ce qui est bien et mal. Et c'est ça, en fait, l'identité Machiavel, c'est surtout ça, c'est vraiment où se trouve la frontière. On n'a pas vraiment la réponse, mais du coup, on essaie de parler un peu à toutes ces nuances de gris. Et voilà. Donc, du coup, et d'ailleurs, dans le clip Kind of Requiem du premier album, je ne suis pas en noir, je suis en blanc. Bon, je finis toute rouge. Non, ça je finit suis en rouge, blanc. comme tu dis. Moi, je suis couleur. On a fait la petite touche Carrie. Mais oui, voilà, donc non, pas forcément. Là aujourd'hui, avec Zaedictis, on est vraiment sur, même au niveau du shoot, du photoshoot, on est resté sur un thème de deuil, puisque l'album Zaedictis est surtout un hommage aux victimes en fait. C'est pas de l'apologie du meurtre, c'est comprendre ce qui s'est passé parfois dans la tête des serial killers. Par exemple, moi, Aileen Wuornos, qui est dans Lady of Death, comme morceau The Lady of Death, et ben moi j'ai énormément de compassion pour cette personne, même si elle a tué des gens, parce que son histoire est absolument terrible. Et c'était surtout quand elle a commencé à tuer quelqu'un, parce que sinon elle allait mourir. Et donc après ça a été un engouement, ça a été un engrenage plutôt. Et donc il y a ces parties, il y a aussi les parties comment dire, tributes, hommages aussi aux enfants qui ont été tués par Andrei Chikatilo. Voilà. Donc c'est plus ce côté deuil qu'on a voulu faire ressortir. Le premier album, c'est la blessure psychologique et émotionnelle. Le deuxième album sera sur vraiment le deuil. C'est quelque chose de voilà. En plus c'est proche de nous et c'est réel. Donc ça nous rapproche un peu plus de ce côté de terre. Et c'est le troisième album qui va être vraiment la finition de tout ça, d'une façon très artistique et qui va bien terminer tout ça. Fait que grosso modo, après le deuil, va venir probablement la lumière. Tu es sur le bon chemin. Auré, un gros merci pour ton temps. J'ai vraiment apprécié cet entretien-là. Écoute, ça a été un cours d'histoire en accéléré. On a appris sur la musique, on a appris sur toi. Un gros merci. C'est authentique. Merci beaucoup. Je trouve que c'est remarquable la façon que vous travaillez. Puis écoute, on a juste hâte d'entendre le troisième album puis de venir vous voir ici au Québec. Merci infiniment, merci pour tous tes mots, ça me touche beaucoup, beaucoup. Je sais que quand mes copains vont regarder la vidéo, ils vont être très contents aussi. Ça nous touche beaucoup. On a hâte vraiment de tous vous voir, que ce cauchemar de Covid termine un jour pour qu'on puisse enfin tous se rencontrer. Et c'est merci, juste merci pour votre soutien. Merci pour vos écoutes dans votre beau pays. On a vraiment hâte de le découvrir. Hein. Franchement, je suis vraiment très très fan de votre culture et ouais, on a vraiment très très hâte de vous voir.